Bien, bonjour à tous. Donc, je me présente, Yves Pipon, je suis le directeur du SWA, donc le SKIO-IP de Lyon 1. Et j'ai le plaisir d'animer justement 2 conférences sur l'intelligence artificielle, de manière évidente, puisque c'est le thème de la journée. Donc, merci pour votre patience. Nous avons réglé normalement les détails, comme artificielle ne peut pas tout et qu'il faut un petit peu d'huile de coude quand même pour résoudre encore quelques problématiques. Donc je vais vous présenter les 2 conférenciers qui vont faire à tour de rôle une conférence de 30 minutes et puis après on a prévu un petit temps d'échange d'environ 20-30 minutes pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc si vous êtes studieux, vous pouvez prendre des notes et poser vos questions, enfin les noter pour pouvoir ensuite évidemment poser les questions à nos conférenciers. Donc j'ai le plaisir d'accueillir à ma gauche Franck Gabriel, qui est maître de conférence à l'ISFA, donc l'Institut des sciences financières et actuariales. Et à ma droite, donc, nous avons Didier Douchet, donc de l'APEC, qui justement est consultant en gestion de carrière et évolution professionnelle à l'APEC depuis quelques années maintenant, on ne va pas dire le nombre. Et donc du coup, il a passé pas mal d'interventions en entreprise justement pendant plusieurs années pour aider les différents cadres à changer justement de carrière. Donc que ce soit une volonté de leur part de changer de carrière, que ce soit subi. Et donc l'idée c'est de les accompagner et qu'ils deviennent maîtres justement de leur mobilité en se posant tout un tas de questions et en faisant un bilan de compétences. Et donc il va vous présenter quelque chose assez applicatif, c'est-à-dire comment est-ce que l'intelligence artificielle générative, ce qu'on appelle l'IAG, est maintenant utilisée justement dans le domaine des RH, que ce soit pour les candidats ou que ce soit côté recruteur, même s'il y aura un focus d'un côté un peu plus précis. Donc on ne peut pas évidemment parler de tout lors de ces conférences, mais on a choisi en fait une application très concrète qui devrait vous parler, c'est-à-dire comment est-ce que l'IA générative est utilisée dans le domaine RH. Je comprends pourquoi je n'ai pas un profil scientifique, en tout cas. Alors, 2 certitudes avant de commencer. D'abord, bonjour, je vous vois à peine, c'est très curieux d'être comme ça sous les spotlights. 2 certitudes, je ne suis pas un avatar et je ne suis surtout pas un expert en intelligence artificielle. Ce que je vous propose, mais c'est dans la demi-heure qui suit, c'est d'avoir une vision assez pragmatique sur le métier sur lequel j'interviens et sur lesquels interviennent l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices de l'APEC dans la recherche d'emploi, dans les techniques de recherche d'emploi, parce que c'est quelque chose qui est arrivé assez rapidement. Et l'APEC en tant que tel, qui est un acteur de l'évolution professionnelle, du conseil en évolution professionnelle, s'est approprié le sujet assez rapidement et depuis quelque temps maintenant. Donc je suis ravi de vous rencontrer, de partager ça avec vous, sachant aussi que il se passe toujours quelque chose dans l'environnement de l'IA. Enfin, je pense, toutes les semaines, il y a des nouveautés, toutes les semaines, il y a des évolutions. Donc tout ce que je vais vous dire aujourd'hui ne vaut peut-être que pour aujourd'hui. Il faut se tenir informé. Donc, à travers cette présentation, l'idée, c'est peut-être aussi de revenir sur comment est perçue l'IA par les collaborateurs, mais aussi par nos clients. Alors, j'avais une diapo normalement qui devait présenter l'APEC en quelques secondes, donc je vais le faire sans. Donc, notre cœur de métier est réparti en 4 grandes missions finalement. D'abord, d'apporter du conseil aux personnes cadres, quelle que soit leur situation, quel que soit leur projet, quel que soit leur âge. Et ça, c'est une première mission. La deuxième mission est d'apporter du conseil aux recruteurs, plutôt des structures type TPE, TPI qui n'ont pas de service RH. Enfin, nous avons la diffusion des offres d'emploi pour les cadres sur notre site apec.fr. Et puis, nous sommes un observatoire du marché de l'emploi qui nous permet de diffuser très régulièrement des études sur notre écosystème à travers notre site APEC Corporate. Donc voilà les 4 grandes missions. Alors justement, à partir d'une étude très récente que nous avons diffusée il y a quelques semaines, nous avons voulu savoir comment était perçue l'intelligence artificielle de la part de nos clients cadres. Et vous pouvez voir à l'écran qu'entre mai 2023 et mai 2024, on s'est rendu compte de plusieurs choses. D'abord, les entreprises ont tout compris, ça c'est clair, et les cadres s'en emparent de manière très rapide.
Donc cette étude permet de faire le point sur l'évolution de l'utilisation des IA dans les pratiques professionnelles des cadres. Au début, c'est vrai que c'était assez décrié, et puis l'IA aujourd'hui prend sa place dans les usages professionnels. Donc l'étude nous dit quoi? Elle nous dit qu'il y a une nette progression quand même de cadres à l'utiliser dans leur sphère professionnelle, 19% en mai 2023 versus 41% en mai 2024, mais seulement 10% l'utilisent régulièrement. Alors même si les moins de 35 ans restent les plus friands à l'utiliser, les plus de 55 ans ne sont pas en reste. Donc les réticences du début s'estompent pour laisser place à une perception plus positive dans l'utilisation professionnelle. On le voit avec 71%. Alors les bénéfices évoqués sont de pouvoir, gagner en productivité, en efficacité, améliorer la qualité de vie au travail, trouver de nouvelles idées, réaliser des tâches hors de son champ de compétences. Mais la prudence reste de mise, notamment quant au risque. Alors, je vais y revenir tout à l'heure. Fiabilité de l'information et utilisation malveillante. Alors aujourd'hui, 53% des cadres disent souhaiter bénéficier d'une formation sur l'IA dans leur métier, des moins de 35 ans aux plus de 55 ans. Donc vraiment, tout le monde est concerné par ce demande. L'usage de l'IA est de plus en plus intégré, donc, comme je vous le disais, par les cadres dans leurs pratiques professionnelles. Donc on peut le voir à l'écran. Chacun y trouve les bénéfices tout en restant prudent quant au risque engendré. Je reviendrai dessus. Et tout le monde s'approprie vraiment l'usage. Alors pour aller plus loin, alors là on voit que les entreprises sont de plus en plus nombreuses à inciter les cadres à utiliser l'IA, même si aujourd'hui ce n'est pas encore une majorité. L'usage de l'IA dans les démarches de candidature pourrait se généraliser donc chez les cadres. Alors c'est très rapide, c'est une petite synthèse. Vous pourrez prendre connaissance de l'ensemble de cette étude sur notre site APEC Corporate, évidemment. Voilà pour le premier éclairage. À partir de là, nous nous sommes rendus compte que nos clients étaient demandeurs, évidemment, de l'intégration de cette pratique dans leur technique de recherche d'emploi. Et assez rapidement, alors en gros, l'APEC s'est emparé du sujet en 2020 et en début d'année 2023, un certain nombre de collaborateurs d'Île-de-France ont créé un webinaire à l'intention de nos clients pour commencer à y voir un petit peu plus clair et voir surtout de quelle manière ils pourraient utiliser cette intelligence artificielle dans une recherche d'emploi, dans une visibilité sur des réseaux sociaux, pour la réponse à une offre d'emploi, etc., etc. Donc je vais vous le dérouler donc, maintenant et surtout vous donner des choses extrêmement pragmatiques et la possibilité aussi à la fin de cette présentation de pouvoir accéder à ce qu'on appelle les prompts, je reviendrai dessus, qui, je ne doute pas un seul instant, le prompt est vraiment la façon dont vous allez rédiger votre demande. Donc pour démarrer, il nous semblait important, nous, de balayer rapidement les notions de l'IA, sachant que nous ne sommes pas des experts, encore une fois, je le répète. Donc ce que je vous propose ici, c'est quelques bonnes pratiques qui peuvent être récupérées à travers ce webinaire, sachant que nous avons déjà, nous, revisité l'ensemble de notre offre de services en individuel et en collectif, sous forme d'ateliers et de web ateliers, d'ici quelques semaines, quelques mois. Alors la promesse, c'est quoi ? C'est ça en fait, c'est d'avoir un aperçu un petit peu plus précis sur l'utilisation de 4 IAG, 4-5 IAG que je vais vous présenter tout à l'heure. Là encore, petite prudence, tout évolue très très vite. Je lisais encore un article hier où on va parler de Claude. Alors je ne sais pas si pour certains ça résonne, mais Claude 3.5 a encore pu avoir des résultats encore plus probants que les autres IAG.
Voilà les IAG que nous avons utilisés, avec d'abord des plateformes, hein, ces plateformes qui permettent d'avoir un accès gratuit. Et nous avons fait des tests, les avons utilisés dans différentes façons, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un certain retour. Alors, il y a deux tendances dans l'évolution du marché. D'abord parce que les évolutions des IAG sont permanentes, mais quand même deux tendances fortes. Donc, il y a eu une offre assez morcelée et segmentée. Et la suite, en fait, a fait que, alors peut-être que ça sera confirmé, mais il y a des regroupements, hein, il y a une compétition quand même accrue entre les différentes plateformes, ce qui amène évidemment à une certaine performance dans l'utilisation. Alors, ces IAG que je vous présente sur ce tableau, comme je vous le disais, sont toutes gratuites. Hein. C'est ce qui nous a permis de tester et d'expérimenter pour en tirer des résultats. C'est un critère important pour nous, l'accès à la gratuité, pour permettre au plus grand nombre de pouvoir l'utiliser, et puis de pouvoir surtout permettre de tester différentes façons dont on va utiliser l'IAG, que vous pouvez trouver donc dans ce tableau, mais que je vais détailler un petit peu plus précisément après. L'article dont je faisais référence hier, c'est celui-ci. Donc je l'ai rajouté tout à l'heure dans ma présentation. C'est une source d'Anthropic qui met en évidence un certain nombre d'IAG que vous voyez en haut de ce tableau. Et tout d'un coup, voilà, l'article met en évidence que Claude 3.5 aujourd'hui est peut-être l'IAG la plus performante dans tous les systèmes de requêtes, tous les prompts que vous allez pouvoir réaliser. Les limites. Alors, un gros warning quand même, d'abord sur les données personnelles. Hein. Il est très important de ne pas mettre de données personnelles, de noms, de chiffres personnels, d'emails, hein, surtout pas, ça c'est très important. Aujourd'hui, il y a une certaine inconnue, hein, à moins que j'ai d'autres informations, mais sur que devient l'historique de mes prompts, hein, toutes mes requêtes, ça devient quoi? Tous les résultats de mes demandes, où vont-elles? Hein, donc il est très très important, par exemple, si vous voulez travailler avec votre CV, de faire attention à ce que ce CV soit anonymé, hein, ça c'est vraiment très important. Comme tout à l'heure, ça a été évoqué par Franck, les algorithmes peuvent reproduire des biais. Hein, donc il est important aussi de bien prendre conscience que les algorithmes ne sont pas neutres, hein, parce qu'ils s'appuient sur des bases de données d'apprentissage, hein, finalement. Les données peuvent être biaisées, par exemple, en étant une représentation imparfaite du monde, hein, c'est-à-dire qu'un algorithme de reconnaissance visuelle qui apprend majoritairement sur des sujets de type caucasien, par exemple, hein, ou en imitant un monde imparfait. Hein. Je n'ai pas l'exemple à vous montrer, mais lorsqu'on fait une demande via un prompt d'enfant à l'école dans une ville ou dans une banlieue, eh bien, la caractéristique banlieue va tout de suite évoquer visuellement des choses plutôt négatives. Donc, vigilance. Il y a un problème écologique, je pense que c'est d'actualité aussi. L'entraînement de ChatGPT-3 aurait émis environ 502 tonnes de CO2. C'est l'équivalent de ce qu'émettent 56 Français pendant un an. Je pense que ce n'est pas neutre non plus de savoir les impacts que ça peut présenter. Donc générer une image est par exemple 60 fois plus émissif que pour du texte. Hein. Et quand on fait une requête sur ChatGPT, on émet 10 fois plus de carbone qu'une recherche sur Google. Tout ça est lié à la consommation d'eau, hein, pour refroidir les serveurs, etc. etc. Et puis attention aussi à la façon dont vous allez passer votre commande quand vous rédigerez votre prompt, hein, puisqu'il y a évidemment des biais humanisants. Hein. Hop là, j'ai perdu ma diapo. Hop.
Voilà pour quelques éléments d'information. Je ne rentre pas trop dans le détail, hein. Je vais passer directement à ce qu'on appelle la rédaction du prompt, qui est le plus important. Si ma diapo veut bien passer. Hop. Oui, voilà. Alors, maîtriser les IAG, c'est maîtriser le prompt, hein, qui sera bientôt une hard skill, donc incontournable, une compétence importante, incontournable. Juste pour qu'on soit clair sur le terme et sur la définition, donc le prompt, c'est une instruction ou un ensemble de directives que l'on donne à une intelligence artificielle. Donc pour accomplir une tâche spécifique. Donc il pourrait s'agir d'une courte phrase, d'une question ou encore d'un ordre direct avec différentes particularités que je vais vous montrer juste après. Alors, maîtriser les IAG et le prompt engineering sera bientôt, donc, comme je vous le disais, une compétence avec des principes très importants, hein, pour nous qui l'avons testé. D'abord, soyez précis et clair dans votre commande, dans la rédaction de ce prompt. Meilleur sera le résultat. Et ensuite, tester, 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 hein. C'est vraiment une confrontation, une expérimentation vérifiée à chaque fois. Alors, pour exemple, peut-être que vous le pratiquez déjà, que vous le connaissez déjà, l'acronyme ACTIF permet de mémoriser la rédaction d'un prompt efficace avec, comme vous le voyez à l'écran, l'ordre donc est axé sur chaque lettre, hein, bien évidemment, en fonction de l'objectif, d'éléments du contexte, de la tonalité, de l'identité, du format. Hop là, pardon. Sachant que la tonalité peut être formelle, conviviale, humoristique, pédagogique, émotionnelle, neutre, quelle que soit l'utilisation que vous en faites, et même à titre privé, hein. J'évoquais tout à l'heure l'illustration de l'organisation de ma semaine de vacances au mois d'août en Savoie. C'était assez bluffant. Je dois préparer un rendez-vous chez un notaire. Prépare-moi la préparation de ce rendez-vous. Enfin, c'est assez incroyable. Et donc, en fonction de l'usage, évidemment, vous adaptez la tonalité. Le rôle, c'est vous, hein. Est-ce que vous êtes enseignant? Est-ce que vous êtes écrivain? Est-ce que vous êtes intervieweur, explorateur, avocat, journaliste, conducteur, conseiller, consultant en évolution professionnelle, par exemple, psychologue? On peut tout voir. Alors, un exemple de prompt sous vos yeux. Là, nous avons voulu résumer les 10 bonnes pratiques, pour rédiger un prompt efficace. Il est important d'être vigilant, hein, sur ces 10 recommandations pour être sûr d'avoir un résultat adapté. Je regarde ma montre, je ne sais pas où on en est. Vous me faites signe. Si je déborde, je n'ai pas mis de chrono, je suis désolé. Bon, ça va. Je continue pour aborder maintenant l'intelligence artificielle et l'environnement lié aux ressources humaines. Et pour cela, nous nous sommes intéressés à ce que disait aussi la presse, hein, les médias. Donc, comme je vous le disais, l'APEX s'est emparé du sujet en 2020, dans une étude qui mettait en lumière les avantages et les inconvénients de l'IA dans le recrutement, en s'appuyant sur des articles de presse. Alors à droite, à l'écran, vous voyez les références des articles qui présentaient les avantages, et à gauche, donc, les inconvénients. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que les RH et les recruteurs utilisent donc les IA et s'emparent de plus en plus de ChatGPT, pour ne pas le nommer, et Gemini. Un sondage, hein, une enquête a été menée en 2023 par Resume Builder auprès de 1000 responsables de recrutement de ces professionnels qui utilisent ChatGPT dans leur processus de recrutement. Donc on a déjà commencé en 2020, hein, vous voyez la source à l'écran, état des lieux et prospective, l'IA dans le recrutement, on s'était appuyé sur toutes ces sources. Une deuxième étude qui est issue de BPI France, qui
qui a été réalisé le 16 novembre et le 5 décembre 2023 avec près de 3077 dirigeants de TPE et de PME répondants. Donc il apparaît quoi? Il apparaît que toutes les entreprises n'utilisent pas forcément ces outils, hein, pas encore, mais sachant que l'utilisation se développe de plus en plus. Il y a un effet shadow. Alors l'effet shadow, c'est l'anglicisme qui caractérise l'usage masqué de la part de collaborateurs, collaboratrices au sein même d'une entreprise qui discrètement le testent et l'essayent et l'expérimentent. Et l'observation qu'on pouvait en faire, c'est que l'usage reste encore cantonné aux fonctions support, hein, la veille, communication, marketing. Et tout ça, bien évidemment, évolue. Voilà pour le panorama dans les ressources humaines et dans les pratiques des entreprises. Alors, ce que je vous propose, c'est de rentrer un petit peu plus dans le pratico-pratique du métier de recruteur ou de gestionnaire de carrière au travers de l'utilisation de différents prompts, que ce soit pour un CV, une lettre de motivation ou préparer, pourquoi pas, un entretien. Alors, au-delà de l'intelligence artificielle, il y a aussi un certain nombre d'outils qui peuvent venir compléter le travail sur ces techniques de recherche d'emploi. Donc, je vous en ai listé un certain nombre que vous connaissez peut-être, hein, évidemment. On retrouve Canva, on retrouve Google Tasks, on retrouve un certain nombre d'outils qui viennent aussi compléter, bien évidemment, l'usage de l'intelligence artificielle. Ainsi que ceux que vous voyez donc à l'écran sous vos yeux. Donc c'est aussi important de pouvoir partager ça avec vous dans cet environnement d'aide à la recherche d'emploi ou tout simplement à l'évolution professionnelle. Alors je vais revenir au prompt, hein, sur la rédaction du prompt qui se veut le plus efficace possible, avec des grands principes finalement. Tout à l'heure, avec le moyen mémotechnique actif, on avait la possibilité de pouvoir bien structurer sa demande, hein, sa commande dans son prompt. Là, l'idée, c'est surtout de ne pas perdre de vue qu'il est important de garder en tête des principes qui vont vous amener un résultat plutôt intéressant. Donc, toujours en lien avec votre rôle, qui vous êtes, hein, ce que vous souhaitez, hein, quelle est la tâche que vous souhaitez, dans quel contexte, pour faire quoi, avec quelle tonalité, hein, dans le rendu, en évitant, pourquoi pas, en amenant un certain nombre de restrictions, sous quel format et pourquoi pas avec une illustration. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous amener justement à comparer, à confronter vos propres résultats quand vous essayerez vous-même vos différents prompts. Une autre méthode pour prompter, que nous avons testée aussi, qui là aussi s'appuie sur un acronyme CREAT, qui vient de l'anglicisme, qui permet aussi de renouveler à nouveau cette demande, cette commande à travers ce prompt. Cette méthode est proposée par Tom Barrett et ça vous permet aussi de voir, de comparer les résultats en fonction de la façon dont vous allez passer votre commande. Alors, tout ceci est en lien directement avec l'usage qu'en font nos clients, cadres évidemment, quelle que soit leur situation. Il est important, j'imagine, pour vous, professionnels de l'évolution professionnelle, que vous puissiez aussi avoir cette approche-là dans la partie conseil et accompagnement. Alors, quel est l'impact sur les métiers et l'emploi de demain? Alors ça, c'est un sujet extrêmement complexe, évidemment, vous imaginez. Donc, selon le FMI, 60% des métiers actuels seront impactés par l'IA. Impactés d'une manière ou d'une autre. Alors, on peut y voir une version tout à fait optimiste, avec la création de nouveaux emplois, axés sur la création,
sur la gestion et l'exploitation des IA, bien sûr, l'amélioration des compétences et de la productivité. On peut penser aussi à toutes ces tâches à faible valeur ajoutée que l'on va pouvoir en fait déléguer en quelque sorte, afin d'éviter aussi des tâches répétitives, et puis se concentrer davantage sur les tâches humaines, vraiment plus créatives et plus stratégiques sans doute. On peut y voir une version pessimiste, si on veut objectiver un peu le sujet. Donc l'IA pourrait creuser l'écart entre les emplois hautement qualifiés et les emplois peu qualifiés. Pourquoi pas. Certains emplois pourraient disparaître complètement. C'est l'histoire un peu du monde du travail quand même. Et puis, pourquoi pas aussi voir une certaine dépendance accrue à la technologie. Et aussi, on peut aussi parler de risques éthiques. La version réaliste, on ne peut pas nier que ça va avoir un impact variable, mais sur les métiers, sur les secteurs d'activité, bien sûr, et que ça va nécessiter une période d'adaptation, une période d'appropriation et de formation, tout au long de sa vie. Ça va très très vite quand même. Alors, vous trouverez évidemment tout un tas de sources que je vais vous passer maintenant sur la diapo d'après, sachant qu'il y a des articles de presse quotidiennement, il y a des articles sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, c'est un vrai sujet qui est alimenté quotidiennement quand même. Alors, le premier, je voudrais revenir sur la pratique de la recherche d'emploi. Ce que nous pouvons nous observer dans le monde de l'entreprise, c'est que le premier canal de recrutement qui est utilisé est toujours l'offre d'emploi, la diffusion de l'offre d'emploi, la publication d'offres d'emploi. Donc, il est essentiel de pouvoir trouver des offres d'emploi qui soient pertinentes grâce aux bonnes alertes que l'on trouve sur les job boards actuellement. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Et l'IA va pouvoir nous aider efficacement à ça. Donc là, vous avez sous les yeux un premier prompt, clé en main, qu'on vous propose et qui permet de pouvoir cibler davantage encore l'offre d'emploi que l'on souhaite trouver à travers les tests que nous avons effectués sur 3 IAG. Et les résultats, globalement, ont été plus pertinents sur Gemini, qui était plus en adéquation avec les intitulés qui étaient présents dans les offres d'emploi. Donc l'idée, c'est évidemment, c'est de tester à partir, comme vous le voyez à l'écran, à partir d'un terme, business developer, ou responsable marketing, ou chargé de projet RSE. Et à partir de là, nous avons intégré les 3 principaux intitulés de poste, ce qui nous a permis d'avoir différents résultats en fonction des IAG que nous avons donc utilisés. Alors, en tant qu'expert en recrutement, gestion de carrière, en évolution professionnelle, nous avons fait un autre test à partir de 20 mots-clés incontournables à indiquer, par exemple, dans mon CV. Alors, ça peut être lié à l'intitulé de poste, bien sûr. Et on lui a demandé de le lister en 4 catégories: compétences spécifiques, outils, missions et atouts clés. Donc, les prompts complémentaires nous ont permis de lister déjà 10 synonymes de business developer, parce qu'après tout, ça commence par ça, qui sont présents dans les offres d'emploi en français et en anglais. En tant qu'expert en recrutement, on lui a demandé de lister les 10 synonymes de responsable marketing présents dans les offres d'emploi en français et en anglais. Voilà, donc ça ouvre des tas de perspectives lorsqu'on est un utilisateur pour sa gestion de carrière. Déjà, à ce stade-là, on peut se rendre compte à quel point ça va devenir un outil incontournable dans la particularité de gérer sa carrière professionnelle. Là, nous avons fait un test plutôt réussi avec un CV anonyme, toujours ça, très important.
on lui a demandé d'optimiser directement un CV. Donc en fluo, vous voyez les caractéristiques du prompt. Donc voilà, j'agis en tant qu'expert du recrutement et propose-moi une version précisément optimisée de mon CV en mettant en valeur, en tête, le titre du poste visé, etc. etc. Donc je vais pas tout vous lire, mais voilà la façon dont on peut utiliser donc l'IAG en travaillant son prompt, en mettant la commande et en dessous, on copie-colle son CV tout simplement à la suite. On lui a ensuite demandé de faire un travail d'adaptation entre un CV et des offres d'emploi. Donc là, le challenge était quand même assez intéressant. Donc là, c'était un exemple de CV de responsable communication sur une offre de responsable de communication. Il y a eu 2 niveaux de prompt proposés. Donc le premier, c'est d'obtenir des pistes d'adaptation de son CV en fonction de l'offre. Et la deuxième, c'était de demander aux IA d'adapter directement le CV en fonction de l'offre. Conclusion, sur les tests que nous avons réalisés, nous nous sommes rendus compte à quel point il y avait une vraie pertinence et un résultat extrêmement probant. Donc voilà une autre illustration. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est d'avoir, vous l'avez compris, une optimisation de la rédaction du prompt pour avoir un résultat très efficace. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder à l'esprit, quel que soit l'IAG qui est utilisé. Là, c'est un autre exemple de test. Alors, je vais passer rapidement, je ne voulais pas vous amener trop de détails dans la façon de le faire. Sur un temps d'une demi-heure, c'était un peu court. Mais bon, voilà des exemples de commandes pour adapter partiellement un CV. Avec des bonus, demandez-lui de n'optimiser que le contenu de l'expérience ou demandez-lui de synthétiser votre CV, par exemple sur une page. Et avec à chaque fois les résultats des tests que nous avons menés sur les 2 IAG que vous voyez en bas de l'écran. Alors on peut aller plus loin comme ça, là on parle du CV, mais il y a la fameuse lettre de motivation qui n'est pas forcément toujours lue. Il paraît qu'une lettre sur 2 est lue. Néanmoins, je pense que ça a beaucoup de sens de comprendre en quoi cette lettre de motivation peut être utile dans l'envoi d'une candidature. Ça permet déjà de démontrer au recruteur la compréhension du besoin ou la compréhension des enjeux du poste à pourvoir, d'expliquer en quelques mots aussi pourquoi votre candidature est la meilleure. Quand je dis la vôtre, c'est celle des utilisateurs, bien sûr. Et puis enfin, d'être force de proposition. Ça peut avoir du sens. Le point de vigilance, c'est quoi ? C'est qu'il y a de plus en plus de candidats qui utilisent les IAG pour rédiger leurs lettres. Donc il est important, très important, voire très très important, de la personnaliser, cette lettre. Attention au copier-coller. Donc on lui a demandé, nous, de rédiger 2 exemples de lettres de motivation impactantes, répondant précisément à une offre d'emploi, donc très précisément une offre, et en intégrant les 10 principaux mots-clés de l'annonce. Et on lui a demandé aussi de mettre en avant, dans les propositions, la présentation de 2 de mes expériences professionnelles qui ont été les plus déterminantes. Et de mettre aussi en avant 5 de mes compétences en lien avec les missions de l'offre d'emploi. Donc on peut vraiment optimiser l'utilisation des IAG dans les outils de candidature pour obtenir un rendez-vous, puisque c'est quand même l'objectif majeur, décrocher un rendez-vous. Alors on y arrive au rendez-vous. Et donc nous avons fait des tests sur des exemples de prompts. Voilà, je postule pour le poste de, voilà, chez telle entreprise. Voici la description du poste. Donc on peut copier-coller
la description du poste et génère une liste de questions d'entretien courantes spécifiques à ce rôle. Hein, c'est-à-dire que, hop là, pardonnez-moi, j'ai été un petit peu trop vite, hop, stock. De la même manière, on peut lui demander de préparer l'entretien d'embauche pour le poste dans telle entreprise. Et peux-tu jouer le rôle de l'intervieweur et me poser des questions l'une après l'autre? Intéressant quand même, hein? On est vraiment sur une notion de sur-mesure quand même, là. Hein. Ça, toujours? Oui? Ok. 1 minute? Très bien, je vais faire très vite. Alors, je vais passer rapidement, il me reste qu'1 minute. Tout ça, évidemment, on peut l'utiliser en optimisant également son réseau, hein, optimiser ses prises de contact. C'est important de le savoir. On peut faire un lien aussi avec l'usage de LinkedIn, qui est aujourd'hui une référence en termes de réseau social professionnel, en tout cas à usage professionnel. Et nous avons fait des tests comme ça, hein, pour optimiser. Optimiser son propre profil, hein, sa propre visibilité sur LinkedIn, hein, tant qu'à faire, autant qu'elle soit agréable et surtout pertinente par rapport à ce que vous voulez vous renvoyer comme message. Donc on peut demander aux IA, par exemple, les points à optimiser dans son profil LinkedIn. Voilà, donc je passe, hein, évidemment, on a fait plusieurs tests qui ont tous été intéressants. Nous sommes revenus aussi sur la rédaction des posts, puisque l'idée d'être sur un réseau social, c'est aussi d'être identifié par les différents algorithmes. Et vous savez que plus vous êtes actif sur un réseau social, et plus l'algorithme va vous donner plus de visibilité. Donc, tant qu'à faire, autant publier, poster, liker, commenter, être acteur. Hein. Voilà ce que nous avons fait comme test sur le réseau social. Alors, je vais passer à la conclusion. Je pense que ce qui est important, surtout dans les usages, c'est la pluralité et la gratuité. Hein, ça, c'est le plus important. Je ne reviens pas sur tous les éléments que je vous ai donnés juste avant. Je reviens aussi sur l'évolution que cela va avoir et que ça a déjà sur les métiers, sur les secteurs d'activité. On peut parler du cadre juridique des IAG aussi, qui évolue aujourd'hui avec la ratification de l'IA Act en Europe. Je vais bientôt m'arrêter. Bon, les failles, attention aux données personnelles, attention aux biais, hein, ça c'est le plus important. Vous avez tout un tas de sources. Hein. Il y a un docu sur Arte qui est assez intéressant à regarder. Vous avez aussi des articles sur les réseaux. Là, je vous en ai mis un sur les échos. Et puis, si vous voulez recevoir 10 prompts prêts à l'emploi, vous pouvez prendre en photo le lien qui est juste là, si ça peut être partagé et utilisé. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ça a été digeste et assez clair. Merci à vous. Merci bien Didier. Donc, merci pour la présentation qui était très claire et qui montre qu'effectivement l'intelligence artificielle maintenant est utilisée de manière assez courante dans beaucoup d'entreprises et en tout cas les personnes RH à minima en fait s'en emparent parce que c'est quelque chose qui va beaucoup aider les candidatures, la gestion de carrière, c'est vraiment ce qui a été souligné, à condition de savoir utiliser l'outil puisque c'est effectivement ça la question. Donc là c'est très clair. Même si Elon Musk aimerait bien remplacer tous les ouvriers d'une chaîne de production par ces robots avec de l'IA, on voit que c'est pas encore le cas et qu'il faut effectivement bien contrôler et faire attention justement à cet outil. Donc la session est ouverte aux questions, donc n'hésitez pas à lever la main et puis nous avons je crois 2 étudiants qui iront vers vous pour donner le micro. C'est bon. Bonjour, merci pour ces interventions tout à fait intéressantes. Alors j'ai la question réac, parce qu'il faut bien commencer par celle-là. Je ne peux pas faire autrement que de m'interroger sur l'uniformisation éventuelle, aussi bien côté recruteur d'ailleurs que côté candidat avec cette intelligence artificielle. C'est vrai que j'adore me laisser surprendre, j'adore ne pas formater mes recrutements pour ma part. Comment on peut éviter ce biais ?
Avant tout, en conservant une visibilité, enfin une certaine éthique de la pratique d'un métier. Donc en étant toujours, je pense, c'est ma vision des choses, mais extrêmement vigilant à ses propres biais déjà dans sa pratique professionnelle, en se re-questionnant sur sa pratique, en restant très fidèle à ses fondamentaux, dans un exercice complètement subjectif finalement. On est dans un temps d'échange entre un candidat et un recruteur, où chacun va savoir s'ils vont être prêts pour travailler dans un futur proche. Donc, j'allais dire que ça renvoie à des compétences clés et majeures d'un professionnel RH qui devra, au travers de son questionnement, au travers de la confrontation qu'il va avoir avec son candidat, et à travers l'analyse des réponses qu'il obtiendra suite au questionnement, de pouvoir faire un choix qui lui paraît le plus adapté possible en fonction de la réponse à son besoin d'une part, en fonction de la culture et des valeurs de l'entreprise dans lesquelles la personne peut être intégrée, de l'équipe existante. Donc, moi, j'allais dire rien de changé par rapport à sa propre pratique professionnelle. Ce n'est qu'un outil, finalement. Ça ne modifie, moi, je ne pense pas, la façon dont je vais écouter, questionner et prendre une décision. Peut-être un complément d'information. Pour ma part, en fait, je ne vois pas pourquoi il y aurait une uniformisation, dans le sens où, disons, il est très important pour tout le monde de savoir en fait comment ça marche et de l'avoir fait, parce qu'à partir d'un moment, vous allez sentir, quand quelqu'un va écrire avec ça, vous allez le sentir. Typiquement, soit par les tournures de phrases qui sont expressément mises dedans, mais aussi parce que les annotateurs, par exemple, on sait qu'ils proviennent en fait de certaines parties du monde, et donc ils parlent pas en fait le même, par exemple, français que nous, ou le même anglais que les Anglais. Et donc il y a des mots qui apparaissent en fait très fréquemment, qui normalement ne sont pas utilisés dans l'anglais en fait habituel, mais par exemple parce que c'est des annotateurs indiens ou sri-lankais. Et donc en fait, ça se voit vraiment en fait, quelqu'un qui écrit avec un ChatGPT de façon bête, on va dire. Et donc, au pire, ce que ça fait, c'est juste que vous recevrez peut-être une centaine de candidatures avec des gens qui écrivent juste quasiment tous de la même façon. Vous les prenez, puis vous les mettez de côté. Puis il y en aura qui sortiront du lot, parce qu'il y en aura qui peut-être l'utiliseront, mais sauront comment l'utiliser pour justement traduire ce qu'ils ont vraiment envie de faire et leur personnalité. Ce sera pas quelque chose d'uniformisation de type, de toute façon, je ne sais pas quoi faire, mets-moi une lettre de motivation, mais ça sera en fait, voilà, je t'explique en fait, ChatGPT, ma personnalité, ce que j'aime, pourquoi j'ai envie d'aller là-bas et tout. Et juste, j'ai une barrière que peut-être j'arrive pas totalement à exprimer ce que je veux dire. Et tu vas m'aider à faire ça. Et ça va sortir du lot. D'accord ? Mais voilà, l'uniformisation, dans un sens, c'est bien. Ça permet, ça permet en fait de dégager ceux qui vont en fait sortir du lot, en réalité, je trouve. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de souci. Et à partir d'un moment, les candidats vont comprendre que ok, en fait, je peux pas juste tout simplement être paresseux et puis demander à ChatGPT de me faire un truc, puisque de toute façon, il y a la même personne qui me fera la même chose, et donc on sera les deux avec la même lettre de motivation possiblement. Et donc, en fait, les candidats eux-mêmes vont apprendre à bien l'utiliser, à vraiment comprendre que c'est pas quelque chose qu'on demande de faire à sa place, c'est vraiment, on met vraiment de sa personnalité dedans, et ça nous aide à ensuite bien mettre les choses en forme. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de problème. Une autre question ? Oui, là-bas. Merci pour la présentation. Vous nous avez présenté l'utilisation de ces outils côté candidat. Moi, j'ai une question sur les recruteurs. Est-ce que vous les avez enquêtés sur différents types de recruteurs dans différentes structures, différentes entreprises, sur leurs appréhensions éventuelles sur l'utilisation des outils par les candidats pour évaluer notamment certaines compétences, c'est-à-dire que des candidats qui vont utiliser des intelligences artificielles ne vont pas montrer par exemple leurs compétences rédactionnelles. Est-ce que ça inquiète d'autres compétences? Est-ce que ça inquiète les recruteurs ou de moins en moins? Merci. C'est en cours en fait. Nous n'avons pas forcément une analyse très très fine et précise encore des pratiques. Néanmoins, c'est un
un phénomène qui est très très actuel aujourd'hui. Et c'est vrai qu'un recruteur peut avoir une certaine vigilance vis-à-vis de dossiers de candidature très formatés ou comme le disait tout à l'heure mon voisin, c'est qu'à un moment donné, on va vite déceler en fait des failles au travers de l'entretien de recrutement. Donc je pense que les recruteurs doivent surtout se faire confiance par rapport, comme je disais précédemment, à leur professionnalisme. Rappelez-vous, quand on utilisait il y a quelques années de ça maintenant, les moteurs de recherche, c'était quelque chose de très inquiétant, comme souvent quand les choses sont assez nouvelles dans les pratiques. Pour le coup, aujourd'hui, on est en train d'enquêter et d'interviewer un certain nombre de recruteurs pour voir justement quelles sont les précautions qu'ils ont pu prendre ou qu'ils peuvent prendre aujourd'hui pour s'assurer qu'il n'y aura pas un biais. Mais je crois qu'avant tout, et ça j'en suis fermement convaincu, on est dans une relation humaine. Un entretien de recrutement va rester extrêmement cadré par la posture et par la façon dont on va aller chercher l'information. Aujourd'hui, nous conseillons à nos clients cadres de professionnaliser leur technique de recherche d'emploi, mais aussi de pouvoir professionnaliser la communication de leur propre valeur ajoutée. C'est quand même un enjeu énorme de savoir présenter son offre de service quand même. Et c'est quand même important de savoir démontrer ses compétences de manière factuelle, contextualisée avec des indicateurs de résultats. Donc, je ne pense pas que ça bouleverse complètement, moi, ce temps qui est passé entre deux personnes lors d'un entretien de recrutement. Là, l'IA ne va servir en rien. Par contre, si l'IA peut permettre de faire gagner du temps à des recruteurs dans la rédaction des offres, dans la présélection des candidatures, dans la préparation d'un entretien de recrutement, pourquoi pas ? Mais je pense que ce métier restera en tout cas extrêmement axé sur ce qui se passe entre deux personnes, vraiment. Oui, juste pour ajouter une chose, en fait, on voit bien pour les étudiants en particulier, ils ont des compétences, ils ont le savoir-faire, mais des fois, le faire savoir, c'est pas évident. Donc du coup, effectivement, l'IA, c'est un outil qui est quand même assez puissant pour justement optimiser le savoir-faire et le faire savoir des étudiants. Et je pense que c'est vraiment une notion qu'il faut maintenant prendre en considération par rapport à ça. Une autre question. C'est pas évident pour nous parce que du coup, vraiment, on ne voit pas grand-chose. Bonjour. C'était plutôt pour Monsieur Cabriel. Vous avez parlé donc des neurones et qu'il y avait donc des biais. Les biais, est-ce qu'ils sont paramétrables également? Et parce que du coup, dans ce cas, est-ce qu'on ne peut pas aussi, via ces biais qui sont donc le filtre par lequel passe l'information, dénaturer l'information initiale finalement et donc, j'allais dire, générer l'IA vers de la malveillance ou des choses comme ça? Alors, donc, les biais apparaissent de façon différente parce que, comme vous avez parlé de neurones au début, donc il y a les biais dans les neurones et il y a le biais de l'IA elle-même. Il faut faire vraiment attention. Disons, il est très très important quand les gens entraînent des IA d'avoir des données qui sont nettoyées. Et on peut vraiment en fait empoisonner des IA. Si on injecte en fait juste un tout petit peu de texte qui est malveillant. Et donc c'est pour ça que les grandes entreprises, en fait, type OpenAI, embauchent énormément de gens, malheureusement, dans des conditions pas forcément optimales, mais à nettoyer les textes pour être sûr d'avoir des textes vraiment optimaux pour que l'IA soit pas empoisonnée par ce type de données. Après, voilà, ça c'est au niveau de l'entraînement. Ensuite, après, justement, il y a des entreprises qui essaient de plus en plus quand même d'être certaines que l'IA va bien se comporter avec plein de différentes façons, que ce soit justement avoir un prompt secret, avoir en fait aussi des méthodes d'entraînement en fait où ça interagit en fait avec des gens et les gens vont la noter typiquement ils ont un cahier des charges très
très strict, tu dois pas être, toutes les choses on n'a pas envie qu'elles soient racistes, misogynes, ainsi de suite. Voilà, où il y a aussi des techniques où en fait on va essayer un peu de reverse engineering, en fait, l'IA, en essayant de, justement donner des prompts pour qu'elle nous sorte en fait quel est le type de prompt qui nous permettrait de lui dire des choses très problématiques. Voilà. Donc il y a beaucoup de travail là-dessus. Typiquement, Anthropic, c'est une des entreprises c'est des gens qui se sont détachés d'OpenAI parce que justement ils avaient à cœur de faire attention à la sécurité dans l'IA. Et de nouveau, il y a aussi récemment été à OpenAI. Donc il travaillait avec Hinton quand il a fait cette chose sur les GPU et puis le LSTM bidirectionnel. Là, il est sorti d'OpenAI parce qu'il pensait que la partie sécurité n'était pas assez importante. Et donc il a créé une nouvelle entreprise pour ça. Donc c'est vraiment des thèmes de recherche qui sont toujours en cours, qui sont très très importants. Mais voilà, comme tout outil, il faut faire attention à ce qu'on a. Merci pour la question, parce que c'est effectivement un enjeu pour les entreprises. Donc c'est pour ça que, comme l'APEC, en fait, on interroge effectivement les recruteurs, les bonnes pratiques en entreprise. Et après, d'ici 10 ans, peut-être, beaucoup de métiers utiliseront l'IA, justement. Et donc l'idée, c'est pouvoir former le personnel, les jeunes recrutés sur les bonnes pratiques, effectivement, des prompts. Juste une dernière chose, dans un sens, tant mieux qu'en fait il y ait ce problème de sécurité, je dirais. Moi, je trouve que ce soit au niveau des biais, mais aussi au niveau de la logique, au niveau du fait qu'il soit, parce que ça force en fait à avoir un humain dedans. Et je trouve ça en fait très très bien sur tous les points de vue en fait. Et récemment, j'écoutais quelqu'un de Brut qui parlait en fait, où ils avaient essayé de faire en fait de l'IA pour la traduction de vidéos. Et il nous racontait qu'en fait, finalement, ça demandait beaucoup plus de gens, en fait, que presque. Parce que, elle se trompe de temps en temps, en fait, et elle peut dévier et tout. Et donc, il faut quelqu'un, en fait, qui vérifie. Voilà. Moi, je trouve que c'est, en fait, une bonne chose, en fait, qui est dans un sens ce problème-là. Mais la chose, c'est qu'il faut qu'on y ait conscience. On ait conscience de ce problème-là. Et donc, il faut toujours qu'il y ait un humain qui soit derrière. Et l'IA ne doit pas prendre de décision. C'est un humain derrière qui, ensuite, doit prendre une décision, s'il y a décision à prendre. Merci Franck. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ouais. J'ai une question qui a déjà été soulevée. Alors je ne sais pas si vous aurez la réponse, que la réponse n'a pas été donnée. C'est où vont les informations que nous on lui donne, et est-ce que ça contribue à alimenter l'entraînement de l'IA, et du coup est-ce que ça va influencer au bout d'un moment les réponses qui peuvent être données. Voilà, est-ce que ça peut servir de modèle, etc. Déjà, tout dépend en fait de quelle IA vous utilisez. L'IA que j'ai utilisée au tout début, Qwen 2, en fait, elle tournait en local sur mon ordinateur. Donc, les informations ne sont pas partagées. Voilà. Llama 3, je peux le faire aussi tourner sur mon ordinateur. Et les réponses sont pas mal en fait pour beaucoup de choses. Qwen 2, en fait, possiblement comparé à ChatGPT 3.5, c'est pas non plus extrêmement loin, je pense. Donc déjà, vous pouvez faire tourner des choses en local. Même en fait des choses type ChatGPT, vous pouvez votre entreprise ou l'organisation où vous êtes peut demander en fait de créer des copies locales. Typiquement, les banques ont des copies locales en fait de ces choses-là, et c'est très important pour elles parce que elles veulent pas que les codes générés par les traders algorithmiques, les traders soient partagés. Donc il y a des moyens de faire ça. Après, si vous utilisez la version en ligne d'un ChatGPT et ainsi de suite. Alors, pour tous, je ne sais pas trop. Ce que je sais, c'est que de un, il y a quand même le fait que des fois, ils vous demandent laquelle vous avez préféré de réponse. D'accord. Donc ça, clairement, c'est utilisé. D'accord. Ensuite, ce que vous lui donnez, possiblement, c'est utilisé. Alors, est-ce que c'est un entraînement petit à petit ou pas? C'est très sécurisé, en fait. Mais clairement, la donnée, ils sont contents de l'avoir. Et typiquement, dans les personnalisations, il y a un moyen de dire « je ne veux pas que ça soit utilisé », en fait. Donc, c'est-à-dire que si vous ne le cochez pas, c'est utilisé. D'accord. Voilà, donc il faut faire extrêmement attention à ça. Mais qui dit intelligence artificielle générative, dit pas forcément en fait ça tourne sur un ordinateur aux États-Unis et vous n'avez pas accès. Non, là Qwen 2 c'était sur mon ordinateur. D'accord. Merci. Allez, une dernière question, si jamais. Ouais. Sophie.
Oui, du coup, mais ça complète un peu la dernière question. Je me posais la question de la gratuité, en fait, des outils. Quel est le modèle économique qu'il y a derrière si on utilise des outils qui, j'imagine, ont un coût de développement? Pourquoi la gratuité et qu'est-ce qu'il y a sous la gratuité? Puisqu'on a toujours tendance à dire, et c'est en ça que ça rejoint la question précédente, si c'est gratuit, c'est que c'est moi le produit. Il y a plusieurs aspects. Alors déjà le premier, c'est c'est très bien en fait si vous le mettez en fait en open source. Ce que vous avez, c'est plein de chercheurs dans les universités qui travaillent dessus, qui essaient de comprendre comment ça marche, qui vont écrire des papiers gratuitement pour vous. Et en fait, voilà, c'est gratuit, mais vous avez des chercheurs qui travaillent pour vous. Ça, c'est la première chose. En plus, vous êtes un peu à l'abri parce que les chercheurs, ils n'ont pas en fait des grosses machines comme vous. Donc, de toute façon, vous avez un temps d'avance. Donc, il y a déjà cette chose-là. La deuxième chose aussi, c'est que il y a certains modèles, en fait. De toute façon, si vous avez un meilleur modèle déjà en production, le modèle plus petit, vous pouvez très bien le laisser. D'accord ? Parce que ce que ça permet, c'est ça permet de faire en sorte que les gens l'utilisent, s'habituent à ça, se disent tiens, c'est sympa, mais ils n'ont pas le meilleur modèle, ils n'ont pas la meilleure version. Donc vous mettez en gratuit en fait les versions pas très cool. Après, il faut faire attention, certaines versions gratuites sont en fait gratuites, mais vous avez une limitation. D'accord ? Donc à un moment, j'ai un abonnement sur ChatGPT 4 et ils ont dit on met gratuitement 4O. J'étais pas très content parce que je paye un abonnement. En réalité, il y a une limitation si vous avez la chose gratuite. Donc de nouveau, c'est en fait un produit d'appel. Vous testez, vous dites oh là là, il est très très intelligent. Au bout de 10 fois, vous pouvez plus y avoir accès. Là, vous dites ok, je paye mes $20. En fait, OpenAI paye si vous voulez avoir à la meilleure version avec. Alors il y a une limite en réalité, mais faut y aller pour l'avoir. C'est quand même $20 par mois que vous payez un abonnement, d'accord. Et puis en fait, vous êtes tellement accro à ça entre guillemets que là, vous rentrez là-dedans, c'est à vie que vous payez vos $20, plus ou moins. Donc voilà. Et dernière chose aussi. Pourquoi le rendre gratuit ? Parce qu'il y a ce problème que OpenAI a en gros utilisé toutes les données textuelles qui existent qu'ils pouvaient avoir. Typiquement, ils ont développé carrément même une IA pour traduire en fait du son en texte, pour pouvoir ensuite extraire le son des vidéos YouTube. Ils n'avaient pas le droit d'ailleurs. Et, chose très rigolote, Google le savait. Google n'a rien dit. Pourquoi ? Parce que Google faisait la même chose. Et ils n'avaient pas le droit. Voilà. Donc en fait, ils ont entraîné des IA pour traduire des vidéos en texte, pour ensuite utiliser ce texte pour faire apprendre en fait à GPT. Il y a aussi l'utilisation en fait de texte qui est généré synthétiquement. Mais il y a un moment où en fait, ils ont utilisé tous les textes possibles. Or, on se rend compte qu'il faut avoir des réseaux de plus en plus grands et de plus en plus de données. Comment vous faites ? Vous faites parler les gens. Comment vous faites parler les gens ? Vous mettez un chatbot gratuit aux gens pour qu'ils discutent avec lui. Voilà. Et là, vous obtenez encore plus de données. D'accord ? Voilà. La réponse était déjà bien complète, effectivement. Bien, on va de nouveau remercier les conférenciers, puisque je pense que c'était très complet. Merci encore, et je pense qu'on peut dire que c'est justement la pause déjeuner. Ah oui, après on aura une démonstration justement par Franck Gabriel qui vous montrera un petit peu de manière plus poussée comment utiliser les prompts qui ont été montrés justement par Monsieur Douchet. Voilà.